enfants, bienvenue dans une nouvelle phase cachée des parcs et aujourd'hui on est à Phantasialand, enfin. Phantasialand a ouvert ses portes le 30 avril 1967 à Brühl, à 10 km de Cologne. Je parle bien de Cologne en Allemagne, là où on fait l'eau de Cologne et pas de Cologne dans le Gers, ok? Phantasialand a été notamment fondé par un certain Richard Schmidt, marionnettiste, et donc au début, Phantasialand comprenait surtout des spectacles de marionnettes et autres petits dark rides. Au fur et à mesure, le parc s'est bien sûr développé, mais comme l'espace était assez petit pour un parc, ils ont dû constamment retirer des anciennes attractions pour en faire de nouvelles. Ce qui n'est pas plus mal vu qu'au début, comme beaucoup de parcs, Phantasialand s'inspirait de types d'attractions qui existent déjà, notamment chez Disney comme Big Thunder Mountain ou Space Mountain. Et remplacer ces anciennes attractions a permis à Phantasialand de trouver sa vraie identité et de proposer quelque chose de plutôt unique. Mais on ne va pas trop s'attarder sur le passé de Phantasialand et plus s'intéresser à ce qui rend le parc si populaire, sa thématisation ultra immersive. Phantasialand est composé de 6 zones. On a donc Alt Berlin, une représentation de Berlin des années 20 et qui comprend la fameuse ville steampunk de Rookburg, l'ajout le plus récent du parc. On a aussi Chinatown, Deep in Africa, Fantasy avec sa ville de Woostown qui abrite des créatures fantastiques, Mexico et Mystery. On va commencer par la première zone qu'on voit en arrivant, c'est-à-dire Alt Berlin, qui nous donne vraiment la sensation de se promener dans une ville avec la grande place au bout de la rue principale. C'est aussi là qu'on peut trouver un carrousel et des chaises volantes qui sont des attractions qu'on peut voir assez facilement dans les centres-villes. Mention spéciale à l'attraction Hôtel Tartuffe, une sorte de palais du rire plutôt immersif et assez original pour un parc à thème. Perso, je verrais complètement ça au parc Astérix sur un thème de la maison qui rend fou. Vous trouverez aussi l'attraction Mouse au chocolat qui est du même style que Toy Story Midway Mania dans les parcs Disney pour ceux qui connaissent. Je dirais que Mouse au chocolat est plus réussi sur l'aspect immersion que Toy Story en jouant pas mal avec les odeurs. Mais si Alt Berlin semble être une petite ville tranquille, elle renferme pourtant un secret, un passage vers une cité steampunk, j'ai nommé Rookburg. Certains disent que Rookburg serait une sorte de vision alternative au Berlin des années 20, dans une autre timeline, une autre dimension, où la révolution industrielle aurait permis à Rookburg de sortir de terre dans un nuage de vapeur semblable à la vision de Jules Verne. Bon, d'autres personnes disent que c'est juste que le parc avait pas d'autre endroit où caser Rookburg et que ça n'a rien à voir du tout avec Berlin, mais la première version est un peu plus cool. Mais assez blablaté sur la ville, je sais ce qui vous intéresse, le fameux Fly. Fly a fait son premier vol en 2020. C'est un flying coaster, c'est-à-dire que vous êtes allongé pendant tout le vol, et c'est aussi le tout premier coaster à propulsion de ce type au monde. Bref, une véritable pépite pour les fans de sensations fortes, sur le papier en tout cas. Allons tester et voir ce que ça donne. Alors, notre avis sur Fly. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'avait jamais fait de coaster de ce type et c'est un coaster qui est assez unique au monde, donc pour les fans de coaster, je trouve que c'est cool à faire. Après, on a trouvé que c'était pas super confortable et que, ok, l'expérience de voler à travers la ville de Rookburg qui est magnifique, cette zone est incroyable, ça c'est vraiment sympa, mais c'est vrai qu'il faut faire complètement confiance à l'attraction pour se laisser vraiment aller. Alors moi ça allait, mais je sais que Angie, Cecilia et Andrea ont moins pu se laisser aller et du coup étaient plus crispés et n'ont pas forcément profité du vol, donc c'est quelque chose à faire. Voilà, si jamais vous voulez vraiment profiter, faites confiance à l'attraction, détendez-vous et levez les bras en l'air, sinon ça peut être un petit peu crispant. Mais c'est une belle promesse, à mon avis, ça demande encore un petit peu à être peaufiné, donc à voir pour les prochaines années ou pour un autre parc qui pourrait un jour adopter ce genre d'attraction. C'est un bon prototype, on va dire, c'est une bonne base, mais ça pourrait être un petit peu mieux, donc n'y allez pas que pour ça parce que vous allez être déçus, je pense. Alors, Fantasy, c'est la zone pour les enfants, donc il y a surtout des flat rides pour les tout petits, mais c'est aussi une zone qui abrite Woostown, une petite ville remplie de créatures nommées les Woos. L'attraction phare de cette zone, c'est Windjazz Fear et Windjazz Force, deux petits spin coasters entremêlés qui se ressemblent mais qui ont apparemment des effets différents. Alors, on voulait tester les deux, mais seulement le Fear était ouvert lors de notre visite. Bon, de ce qu'on a lu, Fear est meilleur que Force, du coup on a peut-être eu de la chance. On a beaucoup aimé ce spin coaster qui contient des éléments de surprise vraiment sympas sur le parcours et qui lui donne donc une certaine valeur ajoutée par rapport à un coaster similaire. Le coaster s'inscrit aussi très bien dans le storytelling du land, dans le sens où les habitants de Woostown utilisent ces coasters qui survolent leur cité pour entretenir respectivement leur force et leur courage. Bon, on va changer un peu d'univers et aller jeter un coup d'œil vers la zone du Mexique. Dans cette zone, on a tout d'abord Chiapas, une attraction de type bûche très particulière. Chiapas a ouvert en 2014 et remplace alors un double parcours de bûche pour davantage coller au thème Mexique de la zone. Elle est réputée pour être peut-être l'une des meilleures attractions de type bûche au monde et franchement, oui. Alors, j'ai pas testé toutes les bûches du monde, mais je pense en effet que Chiapas est la meilleure que j'ai pu faire. Déjà, c'est beau, c'est super beau, tu serpentes naturellement à travers les montagnes et les jeux de lumière, la musique, la végétation
décorations rendent l'expérience vraiment sympa. Et puis le parcours est juste incroyable. C'est la preuve qu'avec un peu de créativité, tu peux carrément réinventer les bûches qui sont pourtant un type d'attraction très classique. Là, tu as tout un passage à l'envers dans un royaume de mort en fait, et même si pour le coup tu comprends pas trop ce qui se passe, tu as envie de refaire parce que c'est super fun. Preuve à l'appui avec la photo. Regardez comment on s'amuse. L'autre attraction très marquante de la zone Mexique, c'est bien sûr Talocan, un top spin suspendu qui rend hommage au dieu mexicain Tlaloc. Si vous êtes déjà allé dans une fête foraine, il y a des chances que vous ayez déjà vu cette attraction, et franchement bravo à Fantasyland pour avoir autant étoffé ce flight ride, aussi bien sur l'aspect storytelling que sur la beauté de l'attraction. Alors jamais je monterai dedans parce que ça me file la gueule de bois pendant 3 jours, mais juste à regarder avec les flammes, la musique et tout, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on transforme une attraction classique en vraie attraction de parc à thème. Je vous laisse profiter. Allons maintenant vers la zone Deep in Africa qui, comme son nom l'indique, plonge les visiteurs au cœur de divers pays d'Afrique. En 2022, il y a même une nouveauté, Deep in Africa Adventure Trail, qui nous permet d'explorer la zone de fond en comble avec un parcours rempli d'obstacles et de ponts suspendus. Mais le bijou de Deep in Africa est bien sûr Black Mamba, des montagnes russes inversées qui serpentent à travers des décors directement importés de villages camerounais. Alors, le coaster en lui-même n'a rien d'exceptionnel, mais ce qui est sympa, c'est de voir à quel point la zone entière a été pensée pour Black Mamba. On n'a pas l'impression qu'ils ont essayé de caser un coaster comme ça dans une zone. Non, le coaster s'y intègre vraiment. Et ça, c'est encore une des belles forces de Fantasyland. Et on continue avec la zone Mystery. Alors, Mystery, en fait, ça se base, on va dire, sur pas mal de légendes et de cultures, comme les dragons, les donjons et la mythologie nordique. Enfin, c'est un peu comme si une faille temporelle s'était déversée sur cette zone en la remplissant de toutes les légendes un peu flippantes de différentes cultures. C'est plutôt cool. Commençons par ce qu'on voit dès qu'on arrive dans la zone et que vos potes fans de coaster vous ont sûrement survendu. J'ai nommé Taron. Alors, Taron, c'est le multi-launch coaster de tous les records. Le plus rapide au monde, le plus intense, le plus long et celui dont les rails se croisent le plus. Mais ce n'est pas tout, il est aussi hyper immersif. Selon la légende, Taron est censé nous faire ressentir toute la puissance de l'ancienne force divine qui a fait immerger Klugheim, le village fictif intégré à la zone Mystery. Et Taron est vraiment incroyable, que ça soit au niveau des sensations ou au niveau de l'immersion. Il mérite bien sa bonne réputation et c'est en tout cas pour l'instant ce qui se rapproche le plus en Europe de l'excellent Velocicoaster à Island of Adventure en Floride. Et étant donné que Toutatis au parc Astérix promet d'être dans le même style, je pense qu'on tient là l'avenir des coasters. À part Taron, dans cette zone, on trouve aussi River Quest, des bouées assez originales puisqu'elles se concentrent plus sur les chutes que sur le côté rafting. La première chute fait 11 mètres et si vous êtes du genre à vous mettre en boule par réflexe pour éviter de vous faire tremper, gardez en tête que les bouées ont un trou au milieu et que l'eau jaillit du trou. Donc si vous voulez pas boire la tasse, évitez de rapprocher votre tête au centre. Je dis ça comme ça. Ça va, écoute. Voilà. I'm okay, it's holiday. Et enfin, il y a le Mystery Castle, une tour de chute. Alors oui, sur le papier, on peut pas faire plus simple, mais comme pour beaucoup d'attractions à Fantasyland, ils arrivent à nous vendre encore une fois une attraction très classique grâce à une super thématisation autour. Je vous explique. Voici l'histoire de la famille von Widoven. Il y a fort longtemps, l'alchimiste Friedhelm Horatio von Widoven aurait fait un pacte avec le diable pour s'enrichir et avoir la fameuse formule qui permet de créer de l'or à partir du sable. Mais comme chacun le sait, passer un pacte avec un démon ne se fait pas sans en payer le coût. En échange de la formule, le démon exigea de pouvoir dévorer les âmes de tous ses descendants, qui ne vécurent alors jamais jusqu'à plus de 30 ans. Mais Old von Widoven, le plus jeune de la famille, eut une idée. Faire construire dans la tour une grosse machine qui utiliserait les forces positives des visiteurs pour essayer de les combiner afin d'expulser le mal hors de son château. Nous sommes donc conviés à nous amuser le plus possible dans cette tour de chute pour apaiser le démon. Ce qui, en y réfléchissant, se rapproche un peu de l'histoire du feu transdémonium au parc Astérix. C'est assez marrant. Bon, alors Mystery Castle a pas mal d'avantages mais aussi quelques inconvénients. Pour les avantages, il faut dire que le thème est excellent et l'idée de mêler un peu maison hantée et tour de chute, ça fonctionne très bien. La file d'attente est assez immersive et un peu comme de la tour de la terreur à Disney, tout est fait pour te faire trembler d'anticipation. Comme le tour se fait dans le noir, lorsque tu es tout en haut, tu ne vois pas le sol, tu vois juste un trou noir béant sous tes pieds et ça crée une sensation très différente que les tours de chute en extérieur. Le seul souci pour moi, c'est qu'il n'y a qu'une seule chute. Tu montes, tu descends, c'est fini. Et franchement, j'ai trouvé ça très frustrant. Tu as l'impression que ça s'arrête au moment où tu commences à vraiment être dedans et tu restes un peu sur ta faim. Mais bon, c'est quand même
à faire juste pour au moins apprécier le storytelling. Et on finit par la dernière zone, Chinatown, dont le nom est assez explicite, il me semble. Alors il y a peu d'attractions dans cette zone, c'est surtout des parcours scéniques et on voit que les attractions sont plus vieilles que les autres. La seule bonne attraction notable, c'est la Madhouse, un type d'attraction qui se fait assez rare, mais qui ne pourra jamais battre Flour d'Air Cassandra à Europa Park sur l'échelle du what the fuckisme. Et voilà, on a fait le tour du parc, c'est donc l'heure du bilan. Les points positifs. Le gros point positif de Fantasyland, sans surprise, c'est les décors et l'immersion. Tout est construit de manière réfléchie et les zones sont vraiment là pour mettre en avant leur attraction phare. Il y a tellement d'attention portée au storytelling que le parc a même pas besoin de faire plus niveau promo et communication. Le bouche à oreille fait la réputation du parc et le parc se vend lui-même via ses décors et ça c'est vraiment fort. Fantasyland a aussi su contourner la contrainte de place en aménageant un parc splendide et immersif où l'étroitesse joue au final en sa faveur. On a l'impression d'être dans des petites villes et de vivre au rythme des habitants fictifs. Le parc est rempli d'attractions souvent très classiques sur le papier, mais il y a toujours un élément bonus hyper créatif qui vaut le détour. Les chutes dans les bouées, les passages en arrière dans les bûches, l'accent sur la théma dans Mouse au chocolat qui n'est donc pas juste un jeu d'arcade en 3D, pas vrai web slinger à Disneyland, l'histoire dans Mystery Castle, le parcours original de Winja Sphere, etc. La preuve que même une attraction entre guillemets basique peut devenir incroyable avec un soin particulier apporté au thème. Niveau restauration, c'est vraiment très sympa aussi avec un bon rapport qualité-prix, des plats parfois originaux pour un parc comme les wok dans la zone Chinatown. Le seul souci c'est que le parc ferme assez tôt et que se poser pour manger peut faire perdre un petit peu de temps. Et le petit plus, c'est le site internet. Alors au début, on pourrait croire qu'il n'est pas bien fait parce que c'est galère de trouver par exemple la liste des attractions, mais en fait, on peut imaginer qu'il est un peu fait comme le parc, c'est-à-dire que c'est en naviguant à tâtons sur le site qu'on découvre tous les secrets des attractions, un peu comme un jeu de piste. Les points négatifs. Pour les points négatifs, disons qu'on voit la différence entre les vieilles attractions et les nouvelles. Par exemple, toute la zone fantasy en dehors des Winja laisse vraiment à désirer et manque de thématisation. Et pareil pour le château hanté qui fait très vieux. Alors c'est pas forcément mauvais, mais ça fait un peu tâche comparé à la qualité du reste du parc. D'ailleurs, dans l'ensemble, le parc manque vraiment de cohérence. Chaque zone est en général très bien thématisée, mais elle ne forme pas un bel ensemble. Et les transitions entre chaque zone du parc, à quelques exceptions, ne sont pas fluides du tout et ça casse vraiment l'immersion. Sinon, toujours sur l'aspect un petit peu thématisation, parfois on reste un peu sur notre fin niveau exploration. Par exemple, Rockburg est magnifique, mais au final, l'espace propose très peu de zones explorables. On a pourtant envie de s'enfoncer dans la ville, de rentrer dans les maisons, de chercher des détails, etc. Et du coup, c'est un peu frustrant. Sinon, niveau conseil, je vous dirais de commencer par l'attraction Mouse au chocolat qui a apparemment souvent de longs temps d'attente. Après, aller à Fly, puis enchaîner avec les attractions d'eau avant qu'il y ait trop de monde l'après-midi. Ensuite, aller faire Taron et Black Mamba vers 14h quand les gens les auront déjà fait. Et au pire, vous pouvez toujours essayer de prendre un coupe-fil, mais normalement, vous en aurez pas forcément besoin. Et en dehors de ça, les autres attractions n'ont pas forcément beaucoup d'attente, donc vous pouvez vous amuser à les faire comme vous voulez. De manière générale, on n'a pas été très gêné par les files d'attente alors qu'on y allait un week-end avec un pont ou un jour férié, je sais plus. Donc je ne pense pas que les temps d'attente soient un vrai problème dans ce parc. Mais voilà, en conclusion, c'est vraiment un très bon parc qu'on vous conseille de faire au moins une fois. Alors après, je pense qu'on n'est pas over-hypé par ce parc comme d'autres personnes. Personnellement, moi j'ai bien aimé, mais c'est pas forcément le parc où j'irai forcément tous les ans, contrairement, je sais pas, à Europa Park où j'ai toujours envie d'y retourner. Là, si j'y vais une fois de temps en temps, tous les 4-5 ans, ça me suffit. Mais je suis très contente de l'avoir testé au moins une fois et surtout, si vous aimez les décors et l'immersion, c'est vraiment pour vous. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine!